Our world is complex. Understanding and responding to these complexities has never been more important. At Sciences Po Paris School of International Affairs, PSIA, our goal is to train and shape global actors. As we prepare for our 10th anniversary, we celebrate three main achievements. First, we are now ranked amongst the top 3 global universities for politics and international studies. Second, we've become the largest school of international affairs in the world. And third, we attract truly outstanding students who represent over 110 nationalities. The PSIA experience is unique. Our students can customize their professional profile. We offer 7 master's programs in the most salient fields of international affairs. These are combined with our rich offer of cross-cutting concentrations, including diplomacy, global risks, migration, as well as major geographical regions. Our students also have access to 10 dual degrees with the best universities in Asia, Europe, and North America. PSIA classes are taught by world-renowned professors and leading experts, diplomats, army generals, directors of international organizations, founders of NGOs, and heads of business. The result is a versatile mix of current scholarship and innovative operational training, including simulation workshops, applied diplomacy, and legal clinics, all founded in best practices. Formal studies are complemented by internships, career support, and events such as our flagship Youth and Leaders Summit and the Paris Peace Forum. These provide further opportunities for students to challenge world leaders and engage with global policy. By the end of their 2 years with us, PSIA graduates are well positioned to pursue high-profile careers in a range of fields and sectors. Our graduates work across the globe, in governments, NGOs, and the private sector. They become political advisors, public servants, analysts, researchers, diplomats, consultants, entrepreneurs, and innovators. The world may be complex, but at PSIA, our students learn to understand, navigate, and engage with these complexities. Together, we work towards making the world a better and more secure place. Sciences Po. En fait, si vous voulez revoir la vidéo, c'est sur notre page d'accueil de PSIA. Vous pouvez regarder tant que vous voulez pour voilà, s'entraîner un peu. Donc là, c'était vraiment les grandes lignes. C'était présenté par notre doyen, Enrico Letta, qui est l'ancien Premier ministre d'Italie, qui pour nous, c'est un grand atout d'avoir Enrico comme doyen. Et aussi, vous avez entendu les étudiantes, quelques professeurs et aussi quelques diplômés de notre école. Donc voilà, c'est leur voix qu'on entende. Cette session, c'est en français. On a une autre tout à l'heure à 14h20 en anglais. Donc, si vous voulez revoir la même chose en anglais, n'hésitez pas à revenir assis à la place parce que voilà, on est bien rempli. Je vais en fait donner les paroles à ma collaboratrice Caterina Larangera, qui est responsable pour les admissions de PSIA et coordonnée avec les autres academic advisors qui sont tous là. On a 7 masters et 5 academic advisors. Ils sont tous là. Donc, dans les salles, en fait, vous pouvez demander des questions un peu plus précises sur le programme ou les programmes qui vous intéressent le plus. Le dernier mot, c'est juste que depuis plus que 100 ans, Sciences Po a fait les formations en affaires internationales. Et depuis 10 ans, c'était l'école Affaires internationales, Paris School of International Affairs, qui était vraiment le centre de cette formation. Donc, 2020, on prépare pour nos 10 ans, notre 10e anniversaire. On est très fiers avec le succès qu'on a eu depuis les premiers 10 ans. Et on se prépare pour être encore plus fort pour les 10 ans qui viennent. Et pour vous, potentiellement, qui veut commencer avec nous en septembre 2020, en fait, c'est un très bon moment de commencer chez nous. On a plein d'événements pendant toute l'année 2020 et la plupart, c'est vraiment dans le premier semestre de 2020. Donc, si vous êtes là, en fait, vous allez profiter encore plus de nos 10 ans. Et avec ça, je vais passer les paroles à Caterina. Aussi, on a Charlotte avec nous, qui est une de nos étudiantes en ce moment, qui va donner sa perspective sur l'école et aussi qui peut répondre à votre question. Donc, merci encore d'être là.
Merci beaucoup Marc et merci à Charlotte aussi d'être là. Je pense que vous avez beaucoup de questions pour une digne représentante de notre corps étudiant que plus pour nous. Donc je vais vous faire une présentation que je veux à la fois précise mais on va faire rapide et vraiment je vous demande toute votre collaboration parce qu'on va essayer de faire au plus court, mais pour vous donner un maximum de temps pour des questions-réponses. Toutes les questions que vous pourriez avoir peuvent bénéficier à l'ensemble des candidats. Donc, je veux, comme Marc, vous souhaiter la bienvenue à Sciences Po et vous remercier aussi pour votre intérêt pour nos programmes de la Paris School of International Affairs. Nous avons le plaisir d'être aujourd'hui dans le top 3 mondial en Political and International Studies. Donc, voilà, si vous cherchez une formation d'excellence, vous l'avez trouvée, donc vous êtes au bon endroit. Comme vous le savez ou pas peut-être, nous insistons beaucoup sur la question de la diversité. Ce n'est pas un mot que l'on va galvauder ici, pas à Sciences Po et encore moins à PSIA. La diversité, elle se vit dans le corps étudiant que l'on veut extrêmement international, comme vous pouvez le voir. Elle se veut aussi dans les origines académiques de nos étudiants. Je sais qu'il y a des questions très régulièrement sur est-ce que ma formation est une formation qui conviendrait à des études à PSIA. Sachez que nous, on est très ouvert, on recrute, on admet plutôt des ingénieurs, des juristes, des artistes, parfois même. Donc, on est très ouvert sur l'origine disciplinaire et académique des candidats. On offre une grande variété de cours, mais ce qui va être la particularité peut-être de nos formations va être cette distinction dans notre corps enseignant entre 50% d'académiques de Sciences Po ou d'autres établissements et 50% de praticiens, de professionnels. Nous sommes une école professionnalisante. Notre objectif, il est de former nos étudiants à rentrer sur le marché du travail, d'accord ? Donc à vous donner les compétences et les connaissances qui vont être nécessaires et bien sûr aussi à vous accompagner dans le développement et dans la définition de votre carrière. Comme l'a expliqué Marc, et je vais insister là-dessus, nous faisons cette présentation certes en français, mais PSIA est une formation en anglais. L'anglais est absolument obligatoire. Certes, nous sommes une école aussi française et fière d'être française, donc nous offrons des cours en français, mais pas suffisamment pour suivre l'ensemble de son cursus en français. C'est pourquoi il est indispensable à tout candidat de démontrer de son niveau de compétence en anglais, et c'est un niveau C1 minimum qui est requis. Ça, c'est indispensable. Si vous êtes là, c'est parce que vous considérez peut-être PSIA comme une option pour vos études. PSIA en tant que tel, ce n'est pas une option. Ce qui est une option, c'est un master. D'accord ? Quand vous postulez pas à Sciences Po, vous postulez pas à PSIA, vous postulez à un master. C'est vraiment très important d'avoir ça à l'esprit. Et de la même façon, quand vous êtes admis à un master en particulier. On étudie toutes les candidatures à la lumière du master. Donc c'est absolument indispensable que vous définissiez pour vous votre projet et que vous soyez ensuite capable de choisir le master qui vous correspond. PSIA a des masters dans chacune des aires des affaires internationales, donc, mais notre objectif, il est quand même de vous offrir une forme de spécialisation, de là où vous allez développer une expertise. Et cette expertise, elle se développe au sein de son master. Donc c'est très important que vous identifiez ça. Au-delà des masters, nous avons aussi un joint avec l'école de journalisme. Nous avons un master en 1 an qui est dédié aux jeunes professionnels qui ont un minimum de 5 ans d'expérience professionnelle, et des doubles diplômes à l'international et en France. Que ce soit un double diplôme, que vous fassiez le joint ou que vous fassiez le 1 year si vous êtes un jeune professionnel, vous devrez toujours identifier également le master dans lequel vous allez étudier. C'est très important. À cela s'ajoutent les concentrations en fonction du programme dans lequel vous êtes. Si vous êtes en double diplôme ou en master en 1 an, vous prenez une seule concentration, sinon 2 concentrations seraient bien trop importantes. Et si vous êtes dans le master en 2 ans, vous prenez 2 concentrations. Là aussi, il est très important de bien réfléchir à quelle concentration vous allez prétendre. Ça n'est pas demandé au moment de l'admission. Encore une fois, quand vous êtes admis sur un master, mais le choix des concentrations vient plus tard. Néanmoins, je vous invite vraiment à y réfléchir parce que ça peut donner une perspective très différente et ça peut vous aider dans un choix. Je lève tout de suite un doute, il n'y a pas de bonne combinaison.
Entre les masters, les doubles diplômes et les 20 concentrations qu'on offre, il y a environ 3000 combinaisons possibles. Et on n'a que 1500, j'allais dire que 1500 étudiants. Donc autant vous dire, il n'y a pas assez d'étudiants pour toutes les combinaisons qui sont possibles. Donc soyez rassurés, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise combinaison de master et concentration, il y a celle qui va faire sens pour vous. Voilà, comme Marc l'a expliqué, comme le vice-doyen l'a expliqué, nous allons avoir 10 ans et comme toute école qui atteint cet âge, il est temps aussi de se poser des questions, peut-être de changer un petit peu, d'évoluer. Et suite à toute une année de consultation auprès d'étudiants, auprès d'enseignants, auprès d'universités partenaires et après validation auprès des instances de PSIA, nous allons proposer une nouvelle structure qui peut paraître allégé, mais attention, ne croyez pas qu'on vous facilite la tâche. En réalité, effectivement, on a souhaité enlever un enseignement obligatoire, mais pour vous obliger, pour vous donner plus de temps et plus d'espace à l'étude approfondie de chacun des sujets. Donc ça, c'est un des premiers éléments. Donc vous allez voir sur la structure qui a un petit peu légèrement changé. L'autre chose aussi, c'est que les langues, à partir de l'année prochaine, quand vous rentrerez, si vous postulez, si vous êtes admis, ne seront plus obligatoires. Elles seront optionnelles. Ça signifie que vous aurez toujours accès à toute l'offre d'enseignement des langues possibles, mais néanmoins, on a souhaité le rendre optionnel, parce que l'apprentissage des langues, c'est un travail presque à part, extrêmement exigeant, et il faut vraiment que vous vous interrogiez à quel point c'est pertinent pour votre projet professionnel. C'est vraiment ça qu'on veut vous inviter à réfléchir. Donc, si vous étiez familier de notre structure précédente, vous voyez qu'elle est relativement similaire. On trouve toujours les cours de ce qu'on appelle le core curriculum, qui est propre au master. C'est ce que je vous expliquais. C'est là que vous construisez votre expertise. Les concentrations, les cours communs de Sciences Po, les cours de skills et les cours de langue qui deviennent optionnels. Le troisième semestre, lui, ne change pas et vous êtes toujours invité à faire un stage ou une master thesis ou un échange à l'étranger. Je dis bien ou et pas et. On ne peut pas tout faire. Il va falloir choisir. On est un master, on est une école professionnalisante. Donc notre objectif, il est de vous accompagner jusqu'à votre entrée sur le marché du travail. Et on est très fiers de voir que nos étudiants, nos diplômés n'ont pas de difficulté à s'insérer sur le marché du travail, ce qui veut dire aussi que le diplôme qui est obtenu est reconnu à la fois dans les différents secteurs d'activité, secteur privé, public, organisation internationale, et y compris à l'international. On voit une grande majorité d'étudiants qui restent en France, y compris des étudiants étrangers, et puis une ventilation sur l'ensemble des régions du monde. Et puis, PSIA, à l'image de Sciences Po, c'est une école active, dynamique, dans laquelle on vous sollicite, on vous stimule. On demande aussi votre intervention sur des événements, dans des associations. Et on est très, très fiers de voir nos étudiants aussi actifs. Et on espère, en tout cas, sachez que c'est important aussi, si vous envisagez PSIA, d'être en phase avec cet esprit de partage et d'échange qu'on veut vraiment insuffler au sein de notre corps étudiant. Mais vu qu'on parle d'étudiants, vous avez vu quelle belle transition j'ai fait, Charlotte. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Charlotte est une étudiante de première année en Environmental Policy et elle va vous parler un petit peu de son expérience d'étudiante à PSIA. Exactement. Bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Katharina, j'ai intégré l'école PSIA cette année dans le Master Environmental Policy. Avant ça, j'étais à Sciences Po Grenoble et l'année dernière, j'ai pris une année de césure, notamment dans le but d'acquérir de l'expérience professionnelle à l'étranger, ce qui est pour moi une des choses importantes quand on veut entrer à PSIA, c'est vraiment que votre expérience et votre attrait professionnel, il soit vraiment tourné vers l'international. Alors moi, pourquoi j'ai candidaté ici tout d'abord parce que le master en lui-même m'intéressait, mais ce que je trouvais aussi assez incroyable ici à PSIA, c'est que vous avez vraiment accès à une multitude de cours et aussi cet aspect modulable. Comme elle a dit, il y a énormément de parcours possibles différents et donc vous pouvez vraiment construire votre parcours professionnel et aller découvrir ou approfondir des domaines d'intérêt qui vous sont chers.
Alors, maintenant, avant de vous parler un peu de mes conseils que j'ai pour vous pour la candidature, je vais d'abord vous donner envie. Qu'est-ce que c'est d'être étudiant à Sciences Po ? Donc d'abord, alors moi je suis absolument pas déçue, bien au contraire, des cours ici à Sciences Po qui sont absolument passionnants, d'une part parce que vraiment on peut vraiment choisir les sujets qui nous intéressent, donc les sujets nous intéressent, mais aussi le contenu des cours est vraiment d'une très grande qualité selon moi, et on a accès à de très bons professeurs, donc c'est une chance assez incroyable. Également à Sciences Po, vous avez la possibilité, il y a énormément d'événements qui se passent. Chaque semaine, beaucoup de conférences sur des sujets très variés, avec également des intervenants, souvent qui sont des pointures ou des personnalités très intéressantes à aller écouter. Donc moi, c'est une des choses qui me complaît vraiment dans mon choix de venir étudier ici. Donc PSIA, c'est l'école d'affaires internationales, et on s'en rend vraiment compte quand on est dans les couloirs. Moi, je trouve ça assez incroyable, l'environnement ici. C'est effectivement, les cours sont beaucoup en anglais, mais également dans les couloirs, vous entendez parler anglais, français, espagnol, italien. C'est vraiment un monde à part, en fait, Sciences Po, et c'est assez génial d'être baigné dans cette culture internationale, et aussi d'être dans des classes où on va se retrouver à devoir faire des travaux de groupe avec des personnes qui viennent des quatre coins du monde. C'est vraiment hyper enrichissant, autant d'un point de vue personnel, de rencontrer des personnes d'autres pays, mais également sur les différentes méthodes de travail. On apprend vraiment de travailler dans ce genre d'équipe. Sciences Po, c'est aussi très intéressant en termes d'opportunités pendant les études. Je dis pas ici les opportunités de carrière, mais il y a de nombreuses associations dans lesquelles vous pouvez vous engager, et également beaucoup de projets collectifs qui sont proposés. Donc les projets collectifs, c'est vous serez dans un groupe avec d'autres étudiants de Sciences Po, de masters différents, et c'est travailler avec des institutions ou des associations à l'extérieur de Sciences Po. Donc ça permet aussi d'acquérir beaucoup d'expériences professionnelles très valorisables ensuite. Donc maintenant que j'espère vous avoir un peu donné envie de nous rejoindre, alors quels sont mes principaux conseils ? Premièrement, ce serait vraiment d'écumer le site de Sciences Po, allez vraiment faire toutes vos recherches sur les cours, lisez les syllabus, donnez-vous vraiment envie. Moi, je sais que quand j'ai fait ça, je me perdais des heures à me dire « Ah, mais ce cours a l'air génial !» Et donc forcément, j'étais vraiment motivée à rejoindre Sciences Po. Également, je vous conseille, alors c'est un peu le conseil basique, mais attendez pas la dernière minute pour préparer votre lettre de motivation et pour préparer votre entretien. C'est vraiment important pour moi de vous y mettre un jour et puis de laisser poser, d'y revenir, et vous allez vous rendre compte que votre premier jet qui vous paraissait peut-être hyper pertinent, hyper formidable, finalement, en fait, vous avez beaucoup de marge d'évolution. Et c'est là qu'on pourra voir que votre candidature à Sciences Po, c'est pas juste « Ah bah oui, si je faisais Sciences Po Paris ». Également, je vous conseille, moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait et qui je pense m'a beaucoup aidé, c'est faire relire vos lettres de motivation par vos proches ou par des personnes qui sont moins proches mais qui travaillent dans le domaine qui vous intéresse, ou également si vous pouvez avoir accès à des personnes qui sont déjà à Sciences Po, qui peuvent vous faire des retours sur votre lettre de motivation. Et la même chose pour préparer l'oral. C'est très important pour moi de passer un peu des oraux blancs avec des personnes, soit de votre entourage, soit de nouveau avec des personnes qui sont un peu du milieu que vous voudriez intégrer, parce que ça va pouvoir vous mettre à l'aise vraiment le jour de l'oral, même si ça fait un peu peur. Enfin, j'ai pas envie de me retrouver face à un gars lui parler de ma candidature sans qu'il sache vraiment de quoi ça ressort. C'est finalement un grand atout, je pense, parce que du coup, une fois arrivé à l'entretien, vous êtes beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus prêt à répondre aux questions un peu perturbantes ou quoi. Également, donc, comme je vous disais, ça prend du temps, la candidature de Sciences Po. Entre le moment où vous allez faire votre lettre de motivation, recevoir votre réponse d'admissibilité, et le moment où vous allez arriver à l'entretien, il va se passer plusieurs mois. Et pour moi, c'est vraiment important de profiter de ce temps-là
pour vraiment nourrir votre projet, aller vous enrichir de lectures, moi je sais, j'ai fait beaucoup de MOOC en rapport avec le domaine qui m'intéressait. Vraiment, voilà, creuser intellectuellement votre projet et votre intérêt. Même si votre projet, du coup, il évolue un peu, au moins vous montrez quand vous arrivez à l'entretien que vous avez vraiment votre projet, il est vraiment beaucoup plus mature, que votre candidature, elle est fondée et elle est justifiée, et pas seulement vous avez postulé à un moment et vous arrivez à l'entretien, voilà, je voudrais faire ci, je voudrais faire ça. Et là, vous pouvez vraiment montrer qu'il y a une raison à votre candidature. Et également, par rapport à ça, je rajouterais que, même si je vous souhaite tous d'intégrer cette école, c'est de vraiment s'investir à fond dans la candidature à Sciences Po. C'est hyper gratifiant personnellement, parce que vous allez voir que si vraiment vous faites cet effort de vraiment aller approfondir votre projet, vos intérêts, finalement ça va vous servir même si vous n'arrivez pas à être admis, et vous saurez bien plus où est-ce que vous voulez aller et pourquoi. Et donc pour conclure, je vous dirais, alors qu'est-ce qui m'a aidé le plus moi à rentrer ici, c'est déjà être rentré en contact avec des étudiants de Sciences Po pour pour leur poser mes questions par rapport à l'entretien, par rapport rien qu'à la vie à Sciences Po, qu'est-ce que c'est d'être à Sciences Po, et également pour passer notamment un oral blanc pour voilà, avoir une idée de ce que je dis, qu'est-ce que ça vaut et qu'est-ce que ça peut être de se retrouver face à des questions sur lesquelles on ne s'attend pas forcément. Comme je l'ai déjà dit, donc s'entraîner à l'oral, c'est hyper important. Et enfin, il me semble que ce soit dans votre lettre de motivation ou à l'entretien, sachant que vous postulez à l'école d'affaires internationales de Sciences Po Paris, il faut vraiment que votre candidature, elle soit tournée vers l'international, que vous montriez que effectivement vous avez déjà des expériences à l'international, que c'est ça qui vous intéresse, et que en sortant déjà pendant les études, voilà, il y a tel cours qui m'intéresse parce qu'il est tourné vers telle région, parce que c'est là que je voudrais travailler. Après également, j'ai l'intention de faire tel stage à tel endroit, pareil, parce que ça correspond à mon projet, et finalement, une fois diplômé, quel est votre projet? Tourner vers l'international, ce qui ne veut pas forcément dire travailler forcément à l'international, mais dans des institutions qui seront dans ce domaine-là. Voilà. Merci beaucoup, Charlotte. Merci. Il nous reste exactement 16 minutes, je crois. Donc on a des collègues aussi bien ici, merci Véronique, et Mimi qui est là-haut. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Vous auriez des précisions sur le master joint avec l'école de journalisme ? Sur l'admission, comment se déroulent les cours, tout ça? Oui, alors comme son nom l'indique, c'est un master joint, c'est-à-dire qu'en fait, contrairement à un double diplôme où on fait une année complète à Sciences Po, l'autre année complètement dans l'autre institution, là vous avez vos cours pendant les 2 années, à la fois à PSIA et à la fois de l'école de journalisme. C'est un programme qui demande une grande capacité d'organisation, on va pas se mentir. Donc vous avez un cursus, tout ça est sur le site, vraiment je vous invite, comme l'a dit Charlotte, elle a bien précisé, il faut écumer les pages du site, et toutes les informations sur la structure en elle-même, elle est sur le site. C'est un programme qui va quand même plutôt s'adresser, qui va rechercher des étudiants qui ont déjà un intérêt pour le journalisme, voire sont déjà investis dans la rédaction d'articles ou la réalisation de documentaires. Et ça doit être dans l'objectif professionnel, plutôt tourné quand même vers le journalisme, a priori. D'accord ? L'école de journalisme, elle est présente aussi ici. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Et effectivement, concernant le dossier, il est tout à fait particulier. Vous postulez au Joint Journalism and International Affairs. Donc là aussi, allez voir sur le site, le calendrier est différent. Donc soyez très vigilante à pas louper une date limite. Mais là, je vous invite à aller voir l'école de journalisme pour avoir aussi leur perspective et les admissions pour avoir des détails vraiment spécifiques sur la procédure. Autre question.
Oui, pardon. Bonjour et merci pour la présentation. Je ne suis pas sûre de très bien comprendre comment fonctionne la procédure pour les doubles diplômes, notamment en fonction du master qu'on choisit. Voilà, comment ça fonctionne et est-ce que c'est possible de formuler 2 choix, un choix pour le master en lui-même et un choix pour le double diplôme? Tout à fait. Alors sur les doubles diplômes, chaque double diplôme, alors toutes comment dire, la candidature en tant que telle, l'aspect on va dire pratique, se fait par la plateforme des admissions de Sciences Po. Cependant, tous les doubles diplômes, à chaque fois que vous voyez des pièces demandées dans un double diplôme, c'est le résultat d'un accord entre Sciences Po et l'université partenaire. Donc c'est pour ça qu'entre doubles diplômes, on ne demande pas toujours les mêmes documents, on ne demande pas toujours les mêmes choses, parce que c'est le résultat de la négociation avec le partenaire. Les calendriers aussi de soumission sont différents. Si jamais vous êtes intéressé, j'en profite, si jamais vous êtes intéressé par le double diplôme avec King's College, la date limite c'est le 1er décembre. Dépêchez-vous. Voilà. Et vous avez le droit de ne pas vouloir refaire le double diplôme avec King's, hein. Il n'y a pas d'obligation. Donc, la première chose, c'est vraiment de considérer que c'est toujours une candidature un peu à part. Elle est propre à chaque double diplôme. Donc, il faut vraiment que vous vous renseigniez sur déjà la nature du double diplôme, comment il fonctionne, quelles sont ses exigences. Ensuite, côté PSIA, quand vous postulez nécessairement, encore une fois, un master. C'est-à-dire que dans le cas du double diplôme, vous dites à PSIA, je veux faire tel master. Et à l'université partenaire, je vais faire tel autre. Par exemple, à la LSI, on a 3 masters qui sont proposés. Vous devez aussi sélectionner, indiquer le master que vous voulez faire. Donc, on fait attention au type de programme, on fait attention au calendrier, on fait attention aux documents qui sont demandés. Et oui, il est possible de postuler à un double diplôme et à un master simple. C'est le seul cas de figure dans lequel il est possible de postuler à 2 programmes, tout simplement parce que les candidatures au double diplôme sont extrêmement sélectives. Voilà. Oui, ici. Bonjour, merci pour cette présentation. Je suis étudiant en droit au Venezuela. Maintenant, je change ici au collège universitaire. Je m'intéresse notamment pour les doubles diplômes avec Georgetown Law. J'avais une question similaire pour la procédure d'admission, mais aussi sur les profils des étudiants admis à ces programmes. Est-ce qu'il est nécessaire qu'on ait déjà quelques années d'expérience au travail en droit? Oui, comment est-ce que ça se déroule? Tu peux faire? Donc, pour le double diplôme avec Georgetown Law, en fait, il faut avoir en fait 2 compétences pour l'entrée. Il faut une compétence, je crois que c'est l'équivalent de licence en droit pour aller à Georgetown. Donc, le niveau, le demande, c'est plus que juste une admission pour PSIA. À PSIA, pour entrer, on accepte les étudiants avec tous les bachelors, c'est licences, non? Avec tous les licences, dans n'importe quel sujet, mais pour ce programme-là, évidemment, il faut un niveau de droit. Mais comme Catherine vient de dire pour les autres diplômes, il faut vraiment comprendre et regarder sur le site de Georgetown qu'est-ce qu'ils demandent de leur côté pour cette double diplôme, parce que l'admission, les décisions sont prises par les 2 écoles. Bonjour. Je suis là. Ah, pardon. Ma question, elle concerne plutôt le passage entre le collège universitaire et un master de PSIA. Est-ce que ça diffère de quelqu'un qui entre directement de l'extérieur? Est-ce que ça dépend du master qu'on choisit? Comment ça se passe? Vous êtes vous-même du collège universitaire, donc ça, vous avez dû recevoir une information. Il y a une newsletter, je crois, qui est déjà sortie pour vous indiquer comment se faisait pour vous vous, dans votre cas, vous devez indiquer le master qui vous intéresse sur votre espace étudiant. Vous devez néanmoins quand même envoyer une forme de dossier de candidature avec un CV et une lettre de motivation. Mais toutes les procédures dont on parle là, procédures nationales ou internationales, ne vous concernent pas, sauf si vous souhaitez postuler un double diplôme. Là, vous devez effectivement suivre la procédure comme n'importe quel autre étudiant. Oui. Oui. Pardon, bonjour. J'aurais voulu avoir des informations supplémentaires sur le master en 1 an. Peut-être le profil du public accepté. Quelque chose comme ça. Merci. Oui, merci beaucoup. Alors, sur le master en 1 an, donc, comme je vous expliquais, c'est un Master in Advanced Global Studies qui est dédié, on l'a construit pour des étudiants plutôt en début de carrière. C'est pour ça qu'on a mis un minimum uniquement de 5 ans d'expérience professionnelle. En moyenne, nos étudiants ont 7 ans
d'expérience professionnelle, mais pas nécessairement au-delà. On reste sur un format de master de formation initiale et non pas de formation exécutive. Donc c'est vraiment important d'avoir cette distinction-là. Aussi parce que les étudiants du Master in Advanced Global Studies en fait font partie intégrante de notre corps étudiant. Et pendant les 2 semestres, le semestre d'automne et le semestre de printemps, ils prennent les cours en même temps que tous nos autres étudiants. Donc il y a juste des moments un peu plus intensifs qui leur sont dédiés en dehors des périodes de semestre académique. Et de la même façon, quand un candidat postule au master en 1 an, parce qu'il rentre dans ces critères, il doit de la même façon choisir un master d'attache. Donc on ne postule jamais uniquement au master en 1 an, on postule toujours au master dans tel autre master en fait. Bonjour. J'ai une question plus par rapport à la méthode d'apprentissage. De ce que je comprends par rapport à votre nouvelle structure pour 2020, on est plus dans un truc de beaucoup de travail personnel et puis quelques heures de cours par semaine de discussion en groupe et de débat, où on est dans des trucs plus cours magistraux. Enfin, j'essaye de comprendre un peu, comme moi je viens plutôt du système anglo-saxon, comment ça se passe à la PSIA dans l'apprentissage. En fait, il n'y a pas de changement de l'approche entre la structure qu'on a maintenant et la nouvelle structure de 2020. La différence, c'est que, en fait, on a fait une grande revue l'année dernière et on a demandé aux étudiantes, on a demandé nos professeurs et on a fait un international benchmarking pour voir en fait qu'est-ce qu'ils font nos collaborateurs et nos concurrences et aussi qu'est-ce qu'ils attendaient et qu'est-ce qu'il a senti à nos profs et nos étudiantes. Et en gros, ils ont dit on était un peu plus large et pas assez profonde. Donc, en fait, on a pris la décision de demander un peu moins de cours pour donner plus de temps pour les étudiants d'aller beaucoup plus profond dans le sujet. Donc, pour chaque cours que les étudiants vont suivre en 2020, au lieu de faire 100 heures de travail avec les 24 heures de cours, avec à peu près une ratio de 3 à 1, le temps de travail à la maison ou à la bibliothèque, et le temps dans la salle, c'est 3 à 1. Et on passe à des cours avec 150 heures de travail. Donc, ça veut dire pour chaque heure dans la classe, il faut travailler au moins 5 heures à la maison, à la bibliothèque. En fait, le but, c'est qu'on a plus de temps pour lire, pour réfléchir, pour faire les analyses et pour l'écrire. En fait, ça, c'est les études master mondialement. En ce moment, le moyen de cours que les étudiants suivent, c'est 7 cours par semestre, contre une moyenne globale de 4,3. Donc, on demande beaucoup plus de temps, beaucoup plus de cours par rapport que les autres universités. Et là, on réduit à une moyenne de 5. Donc, c'est vraiment le but, c'est de donner plus de temps, d'aller beaucoup plus fond dans le sujet. En gros, c'est d'être plus master, votre master. Voilà. Et je pense que je vais demander juste à Charlotte de parler aussi un peu de ce que c'est en fait le quotidien d'être, parce qu'encore une fois, ça ne change pas sur la structure de nos cours. Donc, si vous voulez bien, Charlotte. Donc, au niveau du travail personnel en dehors des cours à Sciences Po, il y a une sacrée charge de travail quand même. Donc, faut s'y attendre, il faut être prêt à faire ça. Mais si ça vous intéresse, il n'y a pas de problème normalement. Après, ensuite, au niveau de... Est-ce que c'est plutôt des petits cours, des conférences de méthode ou des grands amphis? Ça va dépendre en fait plutôt des cours que tu vas choisir. Il y a des cours qui sont assez peu demandés, ou en tout cas qui vont être, ou en tout cas les professeurs préfèrent avoir une classe de 25 élèves, et d'autres cours qui seront... alors moi par exemple j'en ai pas, j'ai par exemple aucun cours dans cet amphi-là. Je pense que le cours où on est le plus, on doit être 50, 60. Et donc ça dépend vraiment des cours que tu choisis. Et en fait, ça, c'est pour ça, encore une fois, je t'invite à lire les syllabus sur Internet, parce que dedans, les professeurs, normalement, ils spécifient vraiment quel est le format de leur cours, s'il va y avoir beaucoup de travaux pratiques en classe, ou est-ce que ça va beaucoup être plutôt de lire, écrire des essais chez soi, des travaux en groupe, voilà, les modalités d'évaluation, ça va vraiment t'aider à comprendre un peu quel va être un peu l'esprit de l'enseignement.
Bonjour, je voulais demander à propos des doubles diplômes, est-ce que vous conseillez qu'on soit plutôt focus dans la lettre de motivation sur la concentration dont on est intéressé et peut-être la région où on voudrait aller en deuxième année? Pour postuler un double diplôme et à PSIA de façon générale, en fait, il faut que vous compreniez que nous, on regarde votre candidature de façon très holistique, de façon complète. Ce qu'on va chercher à savoir, c'est on a 3 critères essentiellement. Et ça, c'est les critères que je vais vous donner pour PSIA, qui sont les mêmes dans le cadre d'un double diplôme, mais j'ai envie de dire puissance 10 000. À cause de la sélectivité. En gros, on va regarder l'excellence académique, c'est-à-dire on va regarder vos résultats et on va voir où vous vous situez. On va regarder le type d'expérience que vous avez eue. C'est un peu comme ce qu'a évoqué Charlotte. En fait, elle a pris une année de césure, elle est partie, elle s'est exposée à l'international dans différents pays, je crois d'ailleurs, pour vraiment un peu conforter, j'imagine, son goût pour l'international. Et tout ça, ça va donner de la force à votre candidature. Et nous, on le considère comme étant de l'expérience. Et ça va être la force de votre projet, la force de votre motivation. En gros, on veut savoir où est-ce que vous voulez aller, quel est votre objectif et pourquoi est-ce que vous estimez que c'est ce programme-là, ce double diplôme-là en particulier qui va vous aider à atteindre votre objectif. Okay. On n'a plus que 2 petites minutes, je pense qu'on va pouvoir prendre une dernière question peut-être. Oui. Oui, merci beaucoup pour votre intervention. Je voulais juste poser une question justement sur le double diplôme avec King's et les exigences un peu spécifiques, mais je suppose que vous venez un peu d'y répondre. D'accord. Donc, à part si vous avez quelque chose à rajouter sur King's spécifiquement. Tout est sur le site, donc en fait, je ne pourrais rien dire de plus que vous ne sauriez déjà sur le site. Oui, une toute dernière. Bonjour, j'ai une question assez spécifique, c'est par rapport aux cours. Vous avez dit que les langues, maintenant, c'est devenu pas obligatoire. Et du coup, j'aimerais bien savoir si on pourrait prendre une langue comme une option, mais en même temps aussi une option, par exemple, develop your charisma in public speaking. Oui, en fait, donc il y a le structure qu'on a présenté. Ça, c'est les cours. Il faut choisir. Après, il y a une marge. Combien de cours de plus qu'on peut le faire? Donc, il y a une option pour la langue. Si tout le monde peut rester, on va finir dans 1 minute et comme ça, c'est moins brillant pour les questions. 1 minute, si tout le monde peut rester, ça va être gentil. En fait, on trouve des moyens pour aider les étudiants d'acquérir le plus des skills, des compétences possibles. En fait, ce qu'on va ajouter dans notre curriculum à partir de 2020, c'est en fait plus des cours, même pas les cours, les séminaires et les workshops de skills, des compétences. Comme ça, on peut acquérir plusieurs choses à la fois. Les langues, comme tout le monde qui étudie les langues, évidemment, ça, il faut faire du long terme. On ne peut pas apprendre une langue pendant les 2 ans de master de PSIA. Donc, on va déconseiller les étudiants qui veulent commencer une nouvelle langue quand ils arrivent à PSIA. Ça, c'est plus le but, c'était jamais le but, mais c'est plutôt de vous donner la possibilité de continuer le développement d'une langue que vous avez déjà en train d'acquérir et de maîtriser. Donc ça, c'est vraiment le but. Mais il y a d'autres possibilités, pas juste sur l'écriture, mais aussi pour ceux qui s'intéressent sur l'entreprise, entrepreneurship, ceux qui s'intéressent sur d'autres. En fait, là, il y a d'autres possibilités aussi. Donc, malheureusement, on arrive à la fin de cette séance. Il y aura une deuxième séance à 14h20 en anglais. Et on est là toute la journée sur les salles 13, 14 et 15 pour répondre à vos questions individuelles, programme par programme ou aussi en général. Donc, merci pour votre attention. Merci à Katharina, merci à Charlotte et merci à vous.